Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le port de Tanit pour la pêche artisanale enfin mis en service. Il aura coûté la bagatelle de 28 milliards d'ouguiyas. Renforcer les capacités des forces de sécurité pour combattre la cybercriminalité, c'est l'objectif visé par l'inauguration de nouvelles infrastructures au profit de la gendarmerie nationale. Et en France, Emmanuel Macron fait plusieurs annonces fortes pour répondre à la crise des gilets jaunes, hausse du SMIC, heures supplémentaires défiscalisées et des gestes envers les retraités. Le port de Tanit pour la pêche artisanale a été inauguré donc ce matin par le président de la République, Mohamed El Abdelaziz. Ce port a été financé par l'État mauritanien à hauteur de 28 milliards d'ouguiyas. Il est en mesure d'assurer l'accostage de 400 pirogues de petite et moyenne taille, en plus des opportunités d'emploi qu'il offre. Le port de Tanit se situe à 60 km au nord de Nouakchott, dans la localité de Mhayjrat. Hamadou Diagana s'y est rendu pour l'occasion. Voici son reportage. Couper le ruban symbolique, dévoiler la plaque commémorative, le président Mohamed Ould Abdelaziz vient d'autoriser ainsi l'entrée en service de cette importante infrastructure économique. Le port de Tanit, financé exclusivement par l'État mauritanien à hauteur de 28 milliards d'ouguiyas, est en mesure d'assurer l'accostage de 400 pirogues. Il comprend des quais pour le chargement et le déchargement, des chambres froides de stockage, des réseaux d'eau d'assainissement, ainsi qu'une cité pour l'hébergement des pêcheurs artisanaux. Le port est doté également de marchés de poissons sur une superficie de 1740 mètres carrés, une centrale de production d'électricité d'une capacité de 3000 kW et une station pour le dessalement des eaux de mer d'une capacité de 1000 mètres cubes. Madame Amal Mitmouloud, ministre de l'Équipement et des Transports, a souligné que le port de Tanit était un rêve pour les habitants de la zone et pour les acteurs du secteur de la pêche. Elle a indiqué que la priorité donnée aux infrastructures de base dans les domaines de transport, des aéroports, des routes et des ports est de nature à renforcer de façon substantielle les possibilités économiques du pays, mais aussi impulser le développement social et faciliter la circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Le maire de la commune de Mhayjrat a saisi l'occasion de soumettre au chef de l'État un ensemble de doléances pour son arrondissement, à savoir l'ouverture d'un centre de santé, l'approvisionnement en eau potable et en électricité et le renforcement des infrastructures de base. Les populations enthousiasmées par cette infrastructure ont magnifié à travers des banderoles et des slogans les grandes réalisations du président Mohamed Ould Abdelaziz durant ces 2 quinquennats. Autre inauguration aujourd'hui, celle du centre de perfectionnement en cybercriminalité. Le centre se situe au Ksar, dans la capitale Nouakchott. C'est des formations au profit des officiers et sous-officiers de la gendarmerie y seront dispensées. Le centre est composé d'une salle de coordination et de surveillance numérique, d'un bâtiment pour abriter le service de lutte contre la cybercriminalité et une messe pour les officiers et sous-officiers. L'inauguration donc de ce centre a été faite par le ministre de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed. Ce centre permettra de renforcer les capacités opérationnelles des unités de la gendarmerie pour combattre la cybercriminalité qui commence à envahir les pays africains qui sont peu outillés pour y faire face. Le centre des conférences El Mourabitoun de Nouakchott abrite demain, et ce jusqu'au 13 décembre, la 5e édition des Mauritanides. L'objectif de ce salon international est d'attirer de nouveaux investisseurs pour l'exploitation du potentiel gazier, pétrolier et minier de la Mauritanie. Katoka. Plusieurs grandes sociétés minières et pétrolières, des investisseurs et représentants des opérateurs du secteur industriel et extractif sont attendus ce mardi à Nouakchott. Ce rendez-vous sera l'occasion de présenter le potentiel gazier, pétrolier et minier de la Mauritanie.
Les autorités entendent ainsi attirer de nouveaux investisseurs et renforcer les liens de confiance avec les opérateurs miniers et pétroliers déjà présents. Destination privilégiée, la Mauritanie présente des opportunités d'investissement prometteuses. Elle affiche une bonne santé au plan de la sécurité et de la stabilité soutenue par un climat des affaires encourageant, en plus d'un cadre d'investissement attractif et compétitif. Au menu de cette 6e édition des Mauritanides, il rassemble près de 1500 participants, 100 exposants et 70 conférenciers de plus de 30 pays, des communications de haute portée économique. Seront abordées notamment des thématiques sur l'environnement macroéconomique mondial des industries minières et pétrolières, les opportunités de financement pour les sociétés minières, pour ne citer que celles-là. Nouakchott abrite du 16 au 18 décembre prochain un forum économique Maroc-Mauritanie organisé par les patronats des deux pays. Objectif, explorer les opportunités d'affaires et d'investissement dans nos deux pays. Toujours, donc, le forum permettra également de dynamiser les liens commerciaux entre les secteurs privés de la Mauritanie et du Maroc dans divers domaines comme l'industrie, la pêche, le commerce et les services, l'énergie, les mines, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'immobilier, la finance, l'assurance, le textile, le tourisme et l'industrie pharmaceutique. Le volume de nos échanges commerciaux entre la Mauritanie et l'Allemagne ont atteint plus de 43 millions d'euros, soit plus de 16 milliards d'ouguiya. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadrice allemande en Mauritanie, son Excellence Madame Gabriela Lilil. Elle a affirmé que les deux pays sont engagés dans le domaine de la pêche et que l'Allemagne travaille aussi pour le renforcement des capacités de l'administration mauritanienne. Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme coïncide avec la consécration de la lutte en faveur de la dignité des femmes. Aujourd'hui, 10 décembre 2018, le gynécologue congolais Dr Denis Mukwege et l'Irakienne Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle de Daesh, ont reçu conjointement le prix Nobel de la paix. Portrait de deux personnages dont le destin se croise grâce à l'action contre la violence faite aux femmes. C'est récidibé. À l'annonce de leur récompense, Denis Mukwege, 63 ans, et Nadia Mourad, 25 ans, ont dédié leur prix aux centaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans les conflits. Leur combat contre les viols de guerre a commencé pour le premier en RDC Congo, dans la région des Grands Lacs. Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leurs lits, à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Le gynécologue a été récompensé en tant que spécialiste international du traitement des fistules, des malformations anales ou vaginales consécutifs au viol. La première patiente admise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Insurgé contre la transformation du corps des femmes en champ de bataille, il s'est illustré à l'hôpital de Panzi qui réussit à soigner et traiter plus de 50 000 femmes, enfants et nourrissons depuis 1999. Pour la seconde, c'est en août 2014 que le cauchemar commence. La jeune yézidi irakienne vivait avec sa famille quand l'État islamique s'est emparé de la ville de Sinjar. Elle était témoin du meurtre de plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles 6 de ses frères et sa mère. La future Nobel de la paix et de nombreuses autres femmes deviennent des marchandises de guerre que les combattants de Daesh louent à d'autres hommes en les réduisant à l'esclavage sexuel. Aucun prix ne peut compenser le fait que notre peuple et nos proches aient été tués uniquement parce qu'ils étaient des yézidis. Aujourd'hui, la jeune irakienne a dénoncé ce génocide contre la minorité au sein de la minorité kurde dont elle est issue. Elle a également pointé du doigt la communauté internationale qui n'a rien fait contre ces massacres. En ce 10 décembre 2018, ce sont deux symboles que le prix Nobel vient de couronner. Denis Mukwege est le sauveur qui a consacré sa vie à la défense des victimes. Nadia Mourad est le témoin qui a raconté les abus perpétrés contre elle-même et les autres.
Et justement, à propos de la violence basée sur le genre, nous recevons ce soir sur notre plateau Madame Salimata Sy, vice-présidente de la FCF, l'association des femmes chefs de famille, et qui est militante des droits humains, et elle est engagée pour la cause des femmes. Madame Salimata, bonsoir. Bonsoir. Alors, que vous inspire d'abord la remise du prix Nobel de la paix à ces deux personnalités internationales qui ont quand même consacré leur vie à la restauration de la dignité des femmes? Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation et de remercier aussi les auditeurs et de faire un appel pressant et je suis tellement ravie d'être aujourd'hui sur ce plateau à l'occasion de la 10e célébration, 70e, donc à la célébration de la Déclaration des droits de l'homme. D'abord, j'ai fait un appel pressant donc à plus de justice et plus de paix dans le monde. Ce qui m'inspire, c'est un engagement, le courage d'abord de ces deux personnalités quand même internationales, oui. Et la constance dans leur engagement. Celle Yezidi qui est ici d'une minorité irakienne et monsieur le gynécologue congolais qui a été constant et dans son action et qui a été enfin reconnu car ce n'était pas vraiment assez tôt pour moi. Mais c'est une très bonne chose. C'est une grande avancée. Vous êtes donc avancé dans la lutte. Alors, vous, comment dire, dans la lutte donc sur le plan international, vous êtes aussi engagé dans l'international, si j'avais bien compris? Oui, nous sommes engagés dans plusieurs phases de la défense des droits de l'homme, notamment les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi la défense donc des minorités, de communautés donc victimes de toute forme de violence, aussi bien donc sexuelle que toutes les autres formes de violence que peuvent subir les femmes, d'une façon particulière, mais en général, nous sommes engagés dans les problèmes, les grandes questions de droits de l'homme. Donc, à cet instant aussi, je rappelle que je fais aussi un plaidoyer qu'il y a le pacte mondial sur la migration qui est en train de se passer actuellement à Marrakech, dont les États sont priés de s'engager d'une façon ferme. Nous, la société civile, nous déplorons vraiment l'aspect non contraignant des États par rapport donc, à ce pacte. Donc on appelle encore plus de rigueur, que cette pacte ne soit pas comme les autres, mais qu'il y ait plus de vraiment qu'il y ait l'effectivité des droits pour les migrants. Donc vous militez aussi donc pour la mise en place de ce pacte aussi. On milite pour la libre circulation, la mobilité sans contrainte. D'accord. Alors on va parler donc local, on revient en Mauritanie. Alors il y a une fréquence d'information sur les violences sexuelles envers les femmes en ce moment, et depuis quelques années d'ailleurs. Alors quelle description pouvez-vous nous faire de la situation? Malheureusement, la situation n'a pas beaucoup changé, elle s'est même aggravée. Parce qu'il y a quelques années, on pensait qu'avec vraiment les victimes que la Mauritanie a connues en matière de violences sexuelles suivies de morts de victimes, que les choses allaient avancer rapidement parce que ça touchait directement les populations et les faits concrets étaient là. Et les statistiques des associations aussi étaient présentées à l'administration et la société civile s'est beaucoup mobilisée pour que vraiment qu'il y ait plus de sécurité pour la société mauritanienne, particulièrement aux femmes, pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir dans cet environnement et apporter leur contribution sur ce qui se fait dans ce pays. Mais malheureusement, vous voyez avec moi-même qu'il y a de plus en plus de violences et vraiment des violences les plus atroces donc sont vécues dans ce pays, et ça c'est quotidiennement. Et nous, à l'association des femmes chefs de famille, on reçoit quotidiennement des viols et à différents âges, toutes sortes d'âges, de 5 ans jusqu'à 25 ans, même des vieilles qui ont subi vraiment des agressions sexuelles. Et c'est vraiment malheureux et c'est regrettable dans un pays qui se dit un pays islamique, donc qui est un pays musulman tel que la Mauritanie, où vraiment la femme ne peut pas avoir sa quiétude, où la femme devait être protégée par toute la société, où elle se trouve aujourd'hui exposée et frustrée, bafouée, donc qu'elle ne peut pas vraiment participer pleinement parce que de peur d'être violée ou autre. Donc, c'est un frein. Vous pensez qu'il y a quand même beaucoup d'impunité parce que quand même il y avait une loi. Bon, c'est vrai qu'il y a une loi sur la violence faite contre les femmes qui a été rejetée par le Parlement. On dirait qu'il y a un manque de volonté. Vous pensez qu'il y a un manque de volonté politique, un manque de prise de conscience au niveau des autorités? Je pense qu'il y a un manque de prise de conscience parce que du moment que déjà les faits concrets sont là et les statistiques sont assez élevées et les faits quotidiens relèvent une recrudescence de la violence et que les associations ont présenté un avant-projet de loi qui a été discuté avec les religieux, amendé et autres et présenté au Parlement, et que ce Parlement aussi se mette là en train de discuter aussi avec les religieux qui extirpent cette loi présentée par la société des ONG de terrain.
de toute sa substance. 18 articles ont été vidés de tout leur sens pour la prise en compte de la violence à l'égard des femmes dans notre pays. Je pense que c'est inquiétant et c'est alarmant et c'est regrettable. Donc il y a un manque de prise de conscience, il y a une impunité. Il y a l'impunité, il y a l'accès à la justice, l'impunité est des règles. Et il y a la mauvaise interprétation aussi parce qu'il y a un vide juridique tout simplement. Il y a un vide juridique parce que si jusqu'à présent le viol n'est légiféré que par rapport à l'article 309 jusqu'à 311 du code pénal mauritanien et qui n'est pas précis, qui est un article fourre-tout, tout le monde, on en a déjà parlé, je pense que ce n'est même pas le lieu de répéter. Donc si jusqu'à cette heure il n'y a pas une loi spécifique qui criminalise les violences faites aux femmes d'une façon vraiment typique et spécifique par rapport à toute catégorie de violence, je pense que c'est un manque criant de la volonté politique d'aller en avant et de protéger ses citoyens. Effectivement, parce qu'il y a quand même, pourtant en termes de prise de conscience, il y a les meurtres, les viols suivis des meurtres de Penda Sogué, dont vous vous souvenez, Hadja Touré, qui avait suscité une indignation générale dans la société mauritanienne. Donc vous pensez que malgré ça, il y avait un élan à un moment donné, mais ce sont comme des buzz, c'est un fait qui arrive, les gens s'indignent et ensuite on laisse passer. Regrettable. À cette époque, il y avait vraiment une mobilisation forte de la société civile. Et d'ailleurs, c'est ce qui a conduit à vraiment mettre en place cet avant-projet de loi qui, de la société civile, se retrouvait par rapport en tout cas à l'accompagnement de ce qu'il faisait par rapport à la protection donc, des populations locales. Donc si cette mobilisation a fait naître cet avant-projet de loi et que cet avant-projet de loi, malgré qu'après cela il y a eu plusieurs phénomènes de viol suivis de meurtres, et je suis vraiment solidaire, nous sommes tous solidaires à cette jeune fille qui il y a quelques semaines, qui a 13 ans, qui est morte à la suite d'un viol et d'un accouchement, donc c'est regrettable. Et donc aussi bien Penda Sogué qui est parti, il y a eu l'impunité, il y a d'autres femmes qui ont suivi, qu'on a tuées, il y a eu l'impunité, et voilà tout récemment, même pas dans cette semaine, cette quinzaine de violences faites aux femmes, une autre femme aussi qui est de 13 ans qui disparaît à la suite d'un viol. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Que c'est vraiment écœurant et alarmant et c'est triste. C'est triste comme une réalité. Et pourtant la population est au courant, les autorités sont au courant. Mais bien sûr, les autorités sont au courant. Heureusement pour ce cas, quand même, l'auteur est aujourd'hui arrêté. Mais ce qui nous fait mal est que ces filles victimes de violences continuent à vivre l'impunité, continuent à être vraiment victimes elles-mêmes. Dans leur chair, dans leur os, dans leur dans la société et autres. Donc, tout cet aspect de protection qui manque, ça nous fait vraiment peur. Et aussi, ce manque aussi de collaboration peut-être des communautés par rapport à ce phénomène. Parce que souvent aussi c'est un phénomène qui est caché, qui est bien camouflé par les populations. Et le fait, la difficulté aussi même d'avoir des unités complètes un peu partout. Parce qu'aujourd'hui c'est le centre mère-enfant en Nouakchott qui est doté d'une unité vraiment complète, la prise en charge psychologique, la prise médicale qui est là présente pour les femmes victimes de violences. Donc elles ont un traitement médical, elles ont aussi un traitement physique s'instaure, il y a lieu. Il y a aussi l'assistance psychologique, un psychologue qui est là, ou la FCF qui a bien sûr ses collaborateurs aussi qui prennent en charge cette question indépendamment de la collaboration avec Medicos Mundos. Donc vraiment c'est regrettable, ça doit être une question, ça doit être une question vraiment terre à terre, ça doit être accessible partout dans tout le territoire mauritanien, parce que les femmes ne sont pas que violées en Nouakchott, elles sont violées partout. Nous avons cette année 325 cas de viol, un cas à Zouérat, 28 à Rosso. Vous voulez dire déclarés. Des cas déclarés que nous, à l'AFF, qu'on a accompagnés. Parce qu'il y a beaucoup de cas non déclarés. Et je ne vous parle pas les autres femmes qui n'ont même pas accès au service d'information ou au service de dénonciation et qui n'osent pas, par la pression de la société, aller vraiment en avant de la scène et pour déclarer ce qu'elles sont en train de vivre ou ce qu'elles ont déjà vécu. Et par là aussi, je félicite encore une fois de plus ces deux qui ont eu le prix Nobel, surtout Nadia Mourad, aussi qui a été constante malgré qu'elle-même a été victime. Donc elle est un exemple pour toutes ces femmes qui doivent aussi se joindre à Nadia. Nous tous, nous devons nous être à Nadia malgré ce qu'on touche, la profondeur donc, de violence que nous pouvons subir. Nous devons toujours encourager à la dénonciation et aller en avant pour que cela cesse. Alors nous allons parler du même sujet, mais sous une autre forme, le côté médias sociaux. Alors on a constaté qu'il y a
un partage effréné, énormément de partages de vidéos et d'images qui sont carrément insupportables, hein, de femmes qui sont victimes d'agressions, donc qui se font violer, qui sont des images terrifiantes. Et que vous pensez qu'il faudrait, quelles actions peuvent être prises pour quand même gérer ce flux, parce que parfois je suis vraiment à la limite de je suis sidérée par ce phénomène, parce que je pense que moi, vous partagez bien avec moi qu'il y a une éthique, une déontologie par rapport à le partage d'une information. Donc il y a certaines règles qu'il faut observer. C'est vrai, le citoyen, on reviendra, donc je pense que c'est de cela que la question traite. Chacun veut informer, chacun veut porter un focus d'un phénomène social et dénoncer. C'est très bien. D'ailleurs, ça fait avancer vraiment les questions de droits de l'homme dans nos pays. Mais aussi, il est important que ces victimes soient protégées, qu'on n'étale pas leur vie. Il y a donc la liberté d'expression n'exclut pas la liberté de préservation de la vie privée de quelqu'un. Ça, c'est fondamental. Donc moi, je déplore vraiment, il faut qu'il y ait un journaliste citoyen qui est assez responsable et surtout qui traite les victimes d'une façon la plus correcte possible, de s'informer un peu sur les normes, comment doivent être divulguées ou dénoncées ce genre de cas et comment ils doivent être traités. Je ne décourage pas vraiment à la prolifération des médias sociaux parce que je pense que ce sont les seules plateformes qui sont accessibles et aujourd'hui qui nous permettent d'avancer la défense des droits de l'homme ou la défense des défenseurs des droits de l'homme, mais ça doit être aussi utilisé d'une façon assez responsable par rapport à la protection des communautés et surtout des victimes, pour que vraiment l'action soit coordonnée et soit bénéfique pour tout le monde. Alors ce sont on peut parler, il y a le partage, mais à la base aussi on pourrait parler de cybercriminalité quand il s'agit de ce cas. Nous avons vu tout de suite dans le journal un centre de cybercriminalité, de lutte contre la cybercriminalité a été ouvert ici à Nouakchott. Au Sénégal, il y a une école de cybercriminalité et une loi qui punit ceux qui partagent ce genre de vidéos. Est-ce que vous pensez que ça devrait être un modèle justement, ça devrait être l'un des premiers, un des points sur lesquels doivent s'axer les autorités? Pour moi, la liberté de la presse, étant une défenseuse des droits de l'homme et défenseur des droits de l'homme, je pense que l'information est un axe important dans ce domaine et sans cela, les choses ne peuvent pas avancer. Ce n'est pas toujours une bonne chose d'avoir vraiment une loi d'avoir une loi aussi qui régularise par rapport au traitement des victimes, ça c'est très important. Donc je sais que moi, mon inquiétude porte tout simplement à ce qu'il n'y ait pas une divergence ou bien en tout cas un excès sur le traitement de l'information ou le musellement de l'accès à l'information, mais que les gens qui sont responsables en tout cas d'une divulgation incorrecte et incompatible avec la vie des victimes soient effectivement fortement réprimandés. Et il est important aussi d'avoir atteinte, bien sûr, la dignité doit être fondamentale. D'ailleurs, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'un des articles fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la protection de la dignité humaine et que tout le monde, donc on n'a pas le droit d'entraver la dignité d'une personne et que tout le monde est égaux devant aussi le traitement d'une information ou accès à l'information. Donc, mais il est important que cela ne soit pas vraiment instrumentalisé à telle sorte d'atteindre certains, non, mais que ça soit une gestion responsable de la cybercriminalité visant à améliorer l'information de qualité au profit des populations, au profit des bénéficiaires de l'information et au fait aussi de faire progresser tout ce qui est aspect droit. C'est important. D'accord, merci. Alors donc, dernière question. Alors, quelles sont les actions qui sont menées concrètement en Mauritanie pour la lutte contre les violences basées sur le genre? Les actions concrètes aujourd'hui, je pense que ce serait erroné que je passe sans parler d'abord de ce collectif de femmes, d'organisations qui s'est mis en commun pour vraiment faire avancer la loi et aussi apporter leurs amendements par rapport à ce qui se passe au niveau du Parlement pour qu'une loi spécifique, contraignante, qui prend en charge vraiment les violences faites aux femmes d'une façon très complète, voit le jour, qu'elle soit adoptée dans notre pays et appliquée. Ça, c'est une action donc, qui a commencé depuis quelques années et qui continue malgré qu'au niveau du Parlement, il y a eu ce budget. Donc, on est sur cette action. On est sur l'action aussi, le fait même de vulgariser certaines formes de violence et de les mettre en jour, de les indexer, de l'impunité que nous mettons toujours en exergue parce qu'il y a le problème d'accès à la justice. Donc tout ce qui est aspect judiciaire
aspect institutionnel de traitement de la violence. Donc tout ça là, c'est dénoncé quotidiennement par les militants et militantes de droits de l'homme et par les actions aussi citoyennes. Donc il y a tout ce qui est aussi dialogue avec les religieux pour vraiment mettre un phare sur ce phénomène qu'on appelle le zina, et qui rend la fille victime victime du code pénal, et où elle est vraiment doublement victime. Donc on traite de cette violée et on l'emmène en prison. Parce que c'est le zina. Parce qu'on dit dans la jurisprudence, or que dans la jurisprudence musulmane, il faut être d'abord majeur pour être vraiment jugé du crime de zina. Il y a les actions aussi à l'international que nous faisons. Donc on joint toujours notre voix, nos actions dans les réseaux au niveau international pour vraiment donner tout ce qui est violence à l'égard des femmes, à l'égard des filles. Donc en termes de scolarité des filles, en termes de la sécurité, pour l'accès aux services de base et tout ça, donc la participation efficace de la femme, l'autonomisation de la femme, donc les violences conjugales qui ne sont pas prises en charge par le code de statut personnel donc nous prenons aussi pour la révision de ce code, et que vraiment les lois ne soient pas, que soient vraiment fermes. Une loi qui n'est pas complète, où tout n'est pas défini pour les législateurs, elle porte atteinte à la victime. Donc la victime ne peut pas vraiment jouir de ça, dépendra maintenant de l'esprit ou l'état d'esprit du magistrat qui est là devant la victime. Donc toutes ces actions de dénonciation, d'actions de déclarage, d'actions de sensibilisation, éducation citoyenne pour que les citoyens tous soient responsables, qu'il y ait un engagement citoyen de tous bords, qu'il y ait une volonté réelle politique, qu'il y ait des mesures concrètes, aussi bien donc sur la traduction des politiques publiques en matière de protection des droits des femmes, en faveur de promotion des droits des femmes, en fonction de criminalisation de tout ce qui porte atteinte à la... Donc toutes ces actions que nous faisons au niveau national, au niveau international, donc je pense que ce sont des actions qui sont utiles et qui sont indispensables et qui méritent aussi d'être comprises et surtout vulgarisées pour que tout le monde joigne ses efforts. Et tout le monde aussi est axé. Et tout le monde doit avoir accès à cela. Donc aussi, la violence, quand on parle aussi souvent des violences en Mauritanie, on pense que vraiment c'est seulement les citoyens mauritaniens. Nous, notre vision est que toute femme qui est sur le territoire mauritanien doit être protégée. Au-delà même du territoire mauritanien, toutes les femmes doivent être protégées. Tout citoyen, être humain, a droit à la dignité tout simplement. Donc je ne finirai pas. Je ne sais pas si vous avez... Ce sera le mot de la fin. Je vous accorde le mot de la fin. Oui, sans dire vraiment un vif remerciement et encouragement et solidarité avec tous les défenseurs des droits de l'homme. Que cette journée, que d'abord on se félicite sur cet engagement, et on se dit aussi qu'on n'a pas le droit et qu'on ne va pas aussi rabattre les ailes. On va continuer toujours à nous défendre, à défendre les citoyens, quel que soit le prix, parce que nous voulons une paix dans ce monde. Nous voulons une paix pour tous les citoyens. Nous voulons un équilibre sociétal, une bonne gouvernance, un accès à la justice. Vraiment, il faut que le monde avance. Et on ne peut pas toujours se répéter. Et qu'il faut qu'il y ait l'engagement politique sans ça réel, rien ne peut se passer. Il faut que les politiques publiques soient traduites dans le quotidien des citoyens lambda, le plus fond dans le monde rural, aussi bien dans le monde urbain, et que l'accès à l'information soit de règle et qu'on ne persécute pas les gens, en tout cas, qui veulent faire des avancées et aider les gens à avancer dans les questions de droit. Donc merci beaucoup Madame Salimatassi d'être venue sur ce plateau. Et je rappelle que vous êtes militante pour les droits humains, vous êtes aussi la vice-présidente de l'AFCF, l'association des femmes chefs de famille. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. Merci. Merci à vous. Et maintenant, le journal de l'économie avec Ndeye Sosidi. Merci Salwa, bienvenue à votre page écho d'aujourd'hui. La 5e édition du Salon international sur l'exploitation minière et pétrolière mauritanite s'ouvre demain. Une occasion d'en savoir plus sur une opportunité à l'horizon sur le champ gagé Grand Tortue situé à la frontière sénégalo-mauritanienne. Découvert en 2015, ce champ gazier Grand Tortue à Al-Miyim a des réserves qui sont estimées entre 15 et 20 billions de pieds cubes.
Un consortium composé de BP et de Cosmos Energy se chargera de l'exploitation de cette manne, dont la Mauritanie et le Sénégal se partageront les bénéfices à part égale. Le port de Tanit a nécessité un financement du budget de l'État de 28 milliards de dirhams, avec une capacité d'accostage de 400 pirogues de petite et moyenne taille. Ce port est prometteur en termes de revenus pour les populations riveraines. Un marché de poissons sur une superficie de 1740 mètres cubes, une centrale de production d'électricité d'une capacité de 3000 kW. C'est dire que la pêche traditionnelle contribuera à la création d'emplois et une sécurité alimentaire dans un espace ou une station pour le dessalement des eaux de mer d'une capacité de 1000 km permettra en plus, 1000 mètres cubes plutôt, permettra en plus d'autres services essentiels à un mieux-être économique des populations de la zone. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, est en marche sur les 22 ratifications nécessaires pour rendre le libre-échange effectif. Au niveau du continent, 13 pays sur les 49 signataires ont déjà ratifié le projet. Il s'agit du Kenya, du Ghana, du Rwanda, du Niger, de la Guinée, du Mali, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, de l'Afrique du Sud, des Swatini, ex-Swaziland, de l'Ouganda et du Togo. 9 autres ratifications seulement sont nécessaires pour l'entrée en vigueur de la ZLECA. Selon les estimations des experts avec la ZLECA, le commerce intra-africain qui tourne autour de 16% actuellement pourrait bondir à hauteur de 60% à l'horizon 2022 grâce à la mise en place de cette zone de libre-échange. Ce marché commun regroupera plus de 1,2 milliard de consommateurs pour un PIB de 2,500 milliards de dollars. Voilà, ce sera tout pour ce journal éco. Retour à Zaloua, Chérif, bonsoir. Voilà, merci Ndé. Nous passons maintenant à l'actualité internationale. Dans son discours de 12 minutes prononcé ce soir, Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence économique et sociale pour répondre à la crise des gilets jaunes. Il a notamment annoncé une augmentation du SMIC de 100 € par mois, le retour des heures supplémentaires défiscalisées et appelé les employeurs à une prime aux salariés en fin d'année. Emmanuel Macron a aussi annoncé dans son discours l'annulation de la hausse de la CSG, contribution sociale généralisée, pour les retraités gagnant moins de 2 000 € par mois. Des mesures qu'il compte mettre en œuvre dès le 1er janvier 2019. Au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Sans surprise, la première ministre britannique Theresa May a annoncé un report du vote sur l'accord de Brexit négocié avec l'Union européenne qui était programmé donc demain soir au Parlement. Depuis le début de la journée, ce vote faisait l'objet d'intenses spéculations et réactions, mais Theresa May, dont l'avenir politique pourrait se jouer sur ce texte, a réaffirmé que l'accord conclu en novembre entre Londres et Bruxelles, à l'issue de 17 mois de négociations, était le bon et qu'aucun accord n'est possible sans inclure la disposition très controversée du filet de sécurité ou backstop en anglais. Ces dispositions prévoient de maintenir l'ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'Union européenne, ainsi qu'un alignement réglementaire plus poussé pour l'Irlande du Nord si aucun accord sur la future relation entre Bruxelles et Londres n'est conclu à l'issue d'une période de transition de 21 mois après le Brexit prévu pour le 29 mars 2019. Plus de 150 pays ont approuvé formellement aujourd'hui à Marrakech le pacte mondial sur les migrations. Le texte établit des objectifs de coopération en matière de migration, mais de très nombreuses rumeurs ont été propagées
Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières constitue une réponse mondiale à une réalité que nous ne pouvons affronter qu'ensemble, car les migrations sont par nature un phénomène transfrontalier international. C'est ce qu'a affirmé donc aujourd'hui à Marrakech la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, Madame Maria Fernanda Espinosa Garcés. 9 pays se sont depuis retirés du processus: l'Autriche, l'Australie, le Chili, la République tchèque, la République dominicaine, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie. Et 7 ont souhaité plus de consultations internes: la Belgique, la Bulgarie, l'Estonie, Israël, l'Italie, Slovénie et Suisse. Selon Louise Arbour, la représentante spéciale de l'ONU pour les migrations, le pacte recense 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et des responsabilités partagées en matière de migration afin d'aider les États à gérer les migrations. Et sport pour terminer, la Confédération africaine de football annoncera l'identité du pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations le 9 janvier prochain. Le pays organisateur de la CAN 2019 retiré au Cameroun fin novembre sera dévoilé à l'issue de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Après la clôture de l'appel aux candidatures programmées pour le 14 décembre prochain, tout sera finalisé le 25 décembre pour faire sortir une shortlist de candidats avec leur évaluation et des notations claires. Le comité exécutif va se réunir donc le 9 janvier à Dakar au Sénégal, où ils donneront la décision. Le Maroc, l'Afrique du Sud et le Congo-Brazzaville ont annoncé leur candidature. Après les multiples reports d'une finale, retour gâché fin novembre par de graves incidents, c'est au terme d'une prolongation footballistique que s'est jouée la suprématie continentale, une longue soirée qui s'est conclue sur le sacre de River Plate, victorieux au terme du double Super Classico, le plus important de l'histoire face à son rival de toujours, Boca Juniors. Pour le Millonarios, ce triomphe aura une saveur toute particulière. Privés d'une finale retour dans leur antre de Monumental, contraints de voyager jusqu'à Madrid, amputés de leur coach historique Marcelo Gallardo, suspendu, River Plate avait pléthore d'excuses à avancer en cas d'échec. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. Le port de Tanit pour la pêche artisanale enfin mis en service. Il aura coûté la bagatelle de 28 milliards d'oublias. Renforcer les capacités des forces de sécurité pour combattre la cybercriminalité, c'est l'objectif visé par l'inauguration de nouvelles infrastructures au profit de la gendarmerie nationale. En France, Emmanuel Macron fait plusieurs annonces fortes pour répondre à la crise des gilets jaunes. Hausse du SMIC, heures supplémentaires défiscalisées, des gestes envers les retraités. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.